J'imagine que vous suivez tous de manière plus ou moins assidue la sortie des animés de saison, alors on va parler français. Qui ici n'a pas aimé l'entraînement des piliers dans Demon Slayer? C'est malheureusement pas très étonnant, suffit d'ouvrir un réseau social pour voir qu'il est très controversé. Les fans du manga le considéraient déjà comme l'un des arcs les plus faibles, le calme avant la tempête, puis est arrivée l'adaptation. Je cite, ce serait le pire arc, le pire rythme, on dirait un feuilleton. Merci Aoshi92. Une fois le premier épisode passé, on lui reproche d'enchaîner le remplissage inutile. Certains vont jusqu'à affirmer que c'est le plus mauvais arc de la Japanimation. Bon, faudra quand même doser, mais je vous jure, il y a eu pire. Surtout que c'est un passage qui pose des jalons nécessaires au grand final. L'anime corrige même un défaut du manga, le manque de développement des piliers. Des scènes inédites nous donnent le temps de nous attacher à eux, d'apprendre à les connaître, les aimer, pour que la prochaine saison tape encore plus fort. Ce serait donc une haine injustifiée sur cette saison? Eh bien oui et non. En fait, je pense que l'anime a mal anticipé les attentes de son public et a fait un choix discutable en développant ce que beaucoup de spectateurs détestent, les arcs d'entraînement. Un cliché hérité des fictions sportives où les héros se préparent aux épreuves qui les attendent. Mais pas que, ça développe les personnages, leurs relations, le lore. Le risque, c'est la répétitivité, et donc l'ennui. Voilà pourquoi nombre d'animés le remplacent par une ellipse. Imaginez maintenant que vous étirez cet archétype sur 17 épisodes, mais c'est évident que la majorité des gens détesteraient. On appelle ça l'arc Grid Island dans Hunter x Hunter. C'est vrai que c'est pas le meilleur arc, mais les gens, ils abusent. Rien que pour l'évolution hyper touchante de Gon et Killua, ça vaut le coup. もちろんキルアを紹介するよ俺の最高の友達だって L'entraînement est assez bien géré, bien rythmé, et on en apprend plus sur le nen. Et me sors pas que ça manque d'enjeu, c'est parfaitement intégré à la quête du héros. Et puis genre le match de dodgeball, ose me dire qu'il est pas exceptionnel. Ajoute à ça l'univers original, les nouveaux personnages cool, et le très bon combat final. Alors ok, l'adversaire de Gon et Killua est un personnage vraiment sympa, mais c'est vraiment un mauvais antagoniste. Et certains vont encore plus loin, ce mec semble responsable à lui seul d'une bonne partie de l'agacement des spectateurs. Il serait pas intéressant, pas menaçant, très cliché. En même temps, il le compare aux autres antagonistes comme Meruem, Lucifer ou Hisoka, donc forcément ça fait mal. Après, pour moi, le plus gros défaut de Grid Island, ça reste quand même les cartes magiques, censées être au cœur du récit, elles sont finalement assez peu exploitées. Les personnages secondaires sont presque tous en majorité inutiles et le ton semble un peu trop joyeux. Après, je te l'accorde, la haine que reçoit cet arc est complètement abusée. Je pense que son principal tort, c'est d'être entre deux arcs exceptionnels. Et puis en plus, il y a quand même des codes d'isekai et le héros a presque un rem, hein. C'est nul! Allez, on va faire comme si on n'avait rien entendu. Alors à mon avis, il y a pire pour le public qu'un arc d'entraînement, hein. Pour l'expliquer, je vais régler mes comptes avec Sword Art Online, que j'aime d'amour, bien évidemment. Je pourrais vous dire que j'adore Kirito, que je me branle sur Asuna. Certains passages sont en dessous, genre Fairy Dance, alors bon, on n'est pas très original, une écrasante majorité des spectateurs l'ont détesté. Et même si c'est pas aussi mauvais qu'on le dit, il y a plein de bons moments, de combats cool, de sujets intéressants, c'est vrai qu'on n'est pas au niveau. Le rythme est rushé, les incohérences sont nombreuses, les relations à peine travaillées, enfin sauf celle qui est intrafamiliale, bref. Genre ouais, sa sœur adoptive heureusement flirte avec lui, génial. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un harem? Parce que bon, c'est un peu tôt, sa meuf est dans le coma, on le rappelle, hein. Et parlons-en, Asuna elle est passée de badass à grosse victime. Alors son rôle ici c'est être une princesse en détresse, qui tente oui certes de fuir, mais pour être juste encore plus humiliée. C'est même pas le plus problématique. Le méchant, un cliché absolu digne des pires nanars. Ou d'un scénario de End. Ouais, bref, ça expliquerait les tentacules en tout cas. Hein. Plan, développement, motivation, catastrophique. Et son combat final, en fait, il se fait juste humilier IRL par un ado, alors que il a un couteau, c'est lui qui est armé en fait. On en voit partout, et parce que ça marche. Et quand c'est vraiment réussi, les séquences émotions sont présentes. 私も一緒に海へ連れてって Sauf que comme c'est classique, le public a des attentes, et si on les trahit, on est détesté. Un manga qui a souffert de ça et de la pire des manières, c'est Tokyo Revengers. Ces deux premiers arcs sont très dépréciés et ont entraîné l'abandon d'une partie du public. La raison, son héros. Son but c'est de secourir la fille qu'il aime, ok, mais en fait, celui qui se fait sauver 24 heures sur 24, c'est bien lui, ce qui est très critiquable. Takemichi est nul! C'est la première fois que je vois un héros de manga être aussi faible et inutile! Les autres doivent toujours le sauver alors qu'il se fait tabasser comme une petite pute! Les quelques personnages féminins du manga savent mieux se battre que lui. Ce genre de commentaires en dit plus sur celui qui l'écrit que sur les personnages, et malheureusement, c'est loin d'être le seul à le penser. Des avis de ce genre, il y en a vraiment beaucoup, sur Twitter, Reddit ou même sur leur propre site. Et cette haine, je la trouve infondée, voire même stupide. Cette soi-disant faiblesse fait justement tout l'intérêt du personnage. Brisé par un drame, il doit trouver en lui la force de continuer à avancer, c'est en fait la définition du courage.
C'est cette attitude qui en fait progressivement un leader charismatique. Certes, il échoue, il fait des erreurs, mais c'est ça, être humain. Le plus important, c'est que quoi qu'il arrive, il est toujours là pour ses amis et n'abandonne jamais. Un pur héros de shonen neketsu dans toute sa splendeur. Mais alors, c'est quoi le vrai problème? À mon avis, la vraie raison de cette haine, on la trouve dans ce Reddit. Une partie du public masculin refuse de s'y intéresser parce que le héros pleurnichard, faible, émotionnel, serait trop féminin, pas assez viril. Et effectivement, depuis la sortie de l'animé, l'audience de Tokyo Revengers est très genrée. Mais en quoi est-ce un problème? Il n'y a pas besoin d'en faire un repoussoir, messieurs. Je vous jure les gars, il y a plein de bastons cool et des moments assez badass. Et puis franchement, c'est plutôt pas mal, pour une fois que c'est pas la meuf qui est réduite à la condition de princesse en détresse. Et il y a plein de façons de mettre en scène un bon sauvetage, de jouer avec les limites de ses codes, de réinventer ses narrations, de le rendre dramatique. Bon, ok, j'en fais un peu trop, mais c'est vraiment pas mal. Le risque, c'est surtout de se vautrer dans des clichés et de gonfler le spectateur. Deux séries populaires se le voient souvent reprocher, ayant contribué à une partie de la mauvaise réputation de leurs héroïnes, Fairy Tail et Bleach. Ce dernier qui réussit l'exploit d'avoir un des personnages féminins les plus appréciés et l'un des plus clivants. Alors par contre, Chauve, t'es sympa, mais moi j'avais pas fini. J'ai un autre compte à régler avec Sword Art Online. Ou plutôt, cette fois, avec sa commu. J'ai trouvé ce mec qui a fait la moyenne des notes des épisodes sur IMDb de chaque arc des meilleures œuvres de My Anime List. Et le 10e en partant de la fin, c'est Excalibur. Les gens le détestent. Ils disent qu'on leur a volé leur temps, que ça sert à rien, ça développe rien, ça n'introduit rien. Alors déjà, bon, c'est factuellement faux, il se passe quand même quelque chose d'important, mais surtout, vous vous attendiez à quoi en fait? Le plot est simple, c'est les vacances, le spin-off. Il y avait une quête qui traînait depuis des mois, allez, les autres ils vont la faire avant nous, donc allez, c'est parti, on y va. L'occasion de réunir toute l'équipe qui a bien grandi. Alors oui, c'est loin d'être fou, oui, c'est une pause dans l'intrigue principale, oui, c'est très rushé par rapport au livre, mais allez, un peu d'insouciance après l'arc qu'on vient de traverser et un peu de pause avant celui qui va bien nous faire chialer, ça fait plaisir, c'est pas mal. Alors pourquoi le détester à ce point? Bah parce que c'est une quête secondaire. Encore un archétype qui attise les foules. Tiens, prends la saga des îles célestes dans One Piece. Luffy veut aider un mec à réaliser son rêve et part explorer le ciel. C'est quand même très déconnecté des enjeux principaux, sans réelle importance pour devenir le roi des pirates, et on évolue même pas sur Grand Line. Bon, en vrai, il y a des détails, des personnages, des concepts cruciaux pour la suite, mais je comprends que beaucoup de gens passent à côté. Rien d'étonnant à ce qu'ils le perçoivent comme une quête secondaire dans un jeu vidéo. C'est pas nécessaire, donc on skip. Nombreux sont ceux qui ont l'impression de perdre leur temps avec ces histoires, et pas que dans les mangas. Ce qui explique sans doute en partie la haine envers un genre qui le surutilise, ayant l'habitude de recourir au code mal digéré du jeu vidéo. Les isekai, et l'un des pires ici, c'est l'arc de la tortue dans Rising of the Shield Hero. Même les fans du light novel s'en plaignent, c'est beaucoup trop long, avec beaucoup trop de combats insipides, peu de développement et surtout trop peu de lore. Les héros en reviennent sans réel gain, même le méchant de l'arc n'est pas vaincu. Et puis apparemment il y aurait pas de nouvelle waifu, celle-ci devait être trop vieille apparemment. Les fans espéraient que l'anime sauve le truc, et le résultat... Mais au moins ici c'est court, là où dans le roman c'est 31 chapitres, soit 2 tomes. Ici c'est seulement 6 épisodes, Dieu merci. Hey hey hey, nous sommes de retour. Oh, vous jouez un mauvais tour. J'ai la crève. Oui, on connaît. Bon, c'est quoi cette fois? Les îles Oranges? La quête secondaire de Sacha pour gagner une ligue nulle que tout le monde a oublié? Un moyen pour les scénaristes de gagner du temps pendant la préparation du film? C'est de ça que vous allez parler? Tu es vieux, Chauve. Qui s'en préoccupe aujourd'hui? Alors que Noir et Blanc, une période compliquée pour l'animé, Sacha est idiot, son équipe éclatée et la ligue est une des plus mauvaises avec des combats moches et des fillers au milieu. Je vous avais dit que j'ai la crève, mais le vrai problème c'est le dernier arc. Non, pas celui avec N, bien trop court. Le suivant. Aventure à décolora, presque aucune nouveauté ni enjeu particulier, juste le quotidien de nos héros, ça a déçu énormément de fans. Oh, t'abuses, il y a quelques très bons épisodes. Les Pokémon abandonnés parce que pas assez puissants ou pas assez mignons, qui deviennent pirates. Ou Sacha qui vient en aide un chenipan resté derrière alors que tout son groupe a évolué. La conclusion là, j'ai eu les larmes. Et celui de Jirachi, ou l'invasion des aliens, c'était trop bien. Cherchez pas, globalement, quête secondaire égale haine automatique des fans. Même pour un animé comme Pokémon, c'est perçu comme trop déconnecté de la série. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on opte pour quelque chose d'encore plus détesté, les tranches de vie. Et là, il faut qu'on parle de Mushoku Tensei. Il y a beaucoup de qualités, de la richesse de son univers, le développement organique de ses personnages et de leurs relations, sa gestion du temps. Forcément, il y a des passages plus calmes, plus quotidiens. Et c'est ce qu'une partie du public déteste, rageant sur le manque d'action. Mais les potes, Mushoku Tensei, c'est pas pensé pour les amateurs de baston. C'est un slice of life de fantasy qui suit un héros de sa naissance à sa maturité, avec de la romance, de la découverte et de l'humour. Cette détestation, elle a contribué à l'image désastreuse d'un des arcs déjà considérés
considéré comme faible dans le light novel, l'Académie. Alors il a ses points forts, genre la gamine esclave qui prépare Rudeus à la paternité, ou alors l'histoire de cette jeune femme, invoquée comme Rudeus dans le monde fantastique, mais qui, contrairement à lui, est prête à tout pour rentrer dans la vie réelle. L'opposition entre les deux est super bien construite. Après, l'auteur a quand même fait une erreur. Le truc des tranches de vie, c'est que pour nous accrocher, il faut qu'on s'attache au héros. Et Rudeus, il est détestable. Soyez honnête 2 secondes, il est horrible. Merci de votre bénédiction aujourd'hui encore. J'irais même jusqu'à dire qu'il a été écrit pour être détestable. Comme ça, lorsqu'il évolue ou s'améliore, on devient un peu empathique pour quelqu'un qu'on avait envie de voir crever la gueule ouverte. Émotionnellement, c'est très fort. Le vrai problème de l'arc de l'Académie, c'est que son évolution, elle est... Voilà, hein. Bon, je vous résume. Rudeus a 2 soucis. Sa mère et son ami d'enfance ont disparu lors d'une catastrophe, et il ne peut plus se mettre au garde à vous. Si au moins je pouvais m'essorer le pinceau. Ah. C'est quoi cette histoire de pinceau? Et là, un dieu apparaît et lui dit « Va à l'académie, tu retrouveras tes proches. » Réponse ouais, bof. Et il ajoute « Et ta virilité aussi. » Rudeus part immédiatement. Genre, exemple d'intrigue, 2 gamines ont cassé une statuette ecchi de son ancienne prof. Allez, longue histoire, hein. Et du coup, il les séquestre pour les tripoter. Et ça revient plusieurs fois ensuite. Mais si de temps à autre tu veux palper la poitrine de Linia, ça peut s'arranger. À la limite, ça peut s'envisager. Pourquoi moi d'abord? Attendez, parce qu'il y a un deuxième fil rouge. Vous savez qu'il retrouve après même pas 5 minutes son autre ami d'enfance. Sauf qu'il la reconnaît pas. En même temps, elle porte des lunettes et elle se fait passer pour un homme. L'avare, s'il vous plaît. Allez, bon, jurisprudence Clark Kent, d'accord, ok, c'est bon. Ils vont se tourner autour toute la saison. Et c'en est presque mignon, d'autant plus qu'il retombe amoureux d'elle en étant persuadé que c'est un homme. C'est juste dommage que ça soit si lourd. Le passage dans la forêt avec full sous-entendu sur son gros bâton, j'ai envie de canner. On est obligé de le tenir à 2 mains vu l'engin. L'animé essaie d'être un peu plus touchant et de faire une belle déclaration d'amour, de montrer leur complicité. Mais Rudeus gâche tout. Vous savez quand est-ce que cette tâche explose en larmes? Eh ben c'est quand Popol y retrouve la forme. Il fallait effectivement que je fasse des recherches sur l'incident de Fitoa. Oh, merci au grand Homodeus. Mais le pire, c'est que cet horrible arc, il faut le regarder, parce que c'est super important pour l'intrigue. C'est nécessaire à la compréhension de toute la suite, c'est que du build-up. C'est très difficile à écrire sans lasser tes fans, surtout qu'ils n'ont aucune idée de ce que sera la récompense, le payoff. Donc faut réussir à le rendre intéressant en soi, à introduire les règles du monde, les personnages dynamiques en jeu, puis après construire autour, sans ennuyer le spectateur moyen. Compliqué. Les fans de Black Clover, dites-moi, c'est quoi l'arc que vous aimez le moins? Je parie que c'est l'un des 2 premiers. C'est ceux qui reviennent tout le temps, ceux qui assurent en fait le setup de la série. L'avantage, c'est qu'ils peuvent théoriquement adopter n'importe quelle forme. L'Examen Hunter reprend les codes du tournoi, ça le rend passionnant. Et Black Clover, pour sa 2e grande quête, il est à la charge d'une quête secondaire. Quoi? Alors ok, c'est fait pour développer les compagnons du héros et ça aurait pu marcher. L'arc du pays des vagues de Naruto est une pure masterclass avec un méchant qui encore aujourd'hui est légendaire et une fin qui nous a tous émus. Mais ici c'est cliché, une exploration de donjon, c'est tout. Y a pas beaucoup d'enjeux ou de dangers même, et en plus c'est assez rushé. Quant au premier, c'est presque pire en fait, c'est un mélange de tranches de vie et d'entraînement. Aïe, l'essentiel du temps est occupé par des flashbacks, de l'exposition et beaucoup de blabla. En ce qui me concerne, je vais aller acheter de beaux vêtements neufs pour ma déesse vivante, ma petite sœur Marie. Qu'est-ce qui lui irait bien à ton avis? Je m'en bats les couilles! Le rythme y est lent, il y a peu de mise en scène marquante, alors oui, l'arc est important, je dis pas l'inverse, mais c'est pas super fun à suivre. Et en vrai, c'est surtout la faute de l'adaptation. Ils ont fait un choix bizarre, transformer 10 chapitres en 13 épisodes, bref, ça sent le remplissage et les dialogues pour gagner du temps, ça réduit quand même grandement son impact. C'est un classique des animés prévus pour durer, un très bon exemple on le retrouve dans One Piece, avec le fameux Devi Backfight, qui est extrêmement mal aimé. Son but c'est de proposer une respiration avant Water 7 et de rappeler les dynamiques entre les personnages, c'est un peu d'exposition à travers un mini tournoi qui se veut rigolo. C'est pas hyper passionnant mais dans le manga c'est plutôt court donc ça allait, sauf que l'animé l'a prolongé en rajoutant des épreuves nulles qui font doublon thématiquement avec celles du manga, ça n'apporte rien et ça a contribué à son effroyable réputation. Ce qui au final est un problème classique des adaptations en série. Et là-dessus, My Hero Academia fait fort en ruinant un de ses meilleurs arcs. Dans la saison 5, on en avait 3. Le premier, c'est un des moins aimés du manga, l'entraînement conjoint. 20 chapitres, c'est beaucoup trop long pour un intérêt très limité. Juste de la caractérisation de personnages qui aurait pu être raccourcie. L'adaptation le transcrit en 10 épisodes. Alors c'est 5 de trop à mon avis. Faire du cut, ça aurait accéléré le rythme sans perdre d'informations, ça aurait été beaucoup mieux. Et surtout, ça aurait sauvé My Villain Academia, une longueur équivalente qui est pourtant bien plus riche. C'est le pivot qui bouscule plein de choses et qui prépare l'arrivée de la Grande Guerre. On y suit le point
point de vue des méchants et à travers eux les dysfonctionnements de la société super-héroïque. Ça les humanise tout en les rendant plus menaçants. Mais toutes ces qualités, on les a jetées aux orties. L'intrigue est rushée en 5 épisodes, une bonne partie de l'histoire est coupée, le développement des personnages est réduit et la censure détruit toute forme de conséquences. Par contre, ils ont bien pensé à mettre un filler à la plage, hein. Ouais, ça doit être ça. Et il y a encore pire, son twist final a été spoilé, ils ont inversé l'ordre des arcs. Ce qui fait que non seulement ça gâche certaines scènes de My Villain Academia en nous montrant à l'avance que personne ne va mourir, mais en plus, ça nique l'attention de l'arc d'Endeavor. Celui-ci repose sur l'asymétrie entre le spectateur qui sait l'horreur de ce qui se passe du côté des méchants et l'innocence des héros qui s'entraînent. Dans l'animé, du coup, ça marche pas. Est-ce que ce qui est arrivé à Seven Deadly Sins ne serait pas pire? L'arc Korand, c'est quand même l'un des plus grands moments avec l'un des combats les plus attendus et l'animé l'a ravagé comme jamais. On a déjà parlé ici, sortons de notre zone de confort. A Certain Magical Index, un light novel dont l'auteur adore décrire des trucs. Univers comme personnage, c'est super complexe, et même sans doute un peu trop. Son animé a du mal à le restituer tout en conservant un bon rythme. Alors il y a des arcs où ça se fait sans trop de pertes, et il y a celui de l'ange déchu. Un passage important où l'auteur introduit des concepts clés sur la magie. C'est très verbeux, pas le préféré de grand monde, mais dans l'animé, comment dire? Pour faire simple, un sort a échangé l'âme et le corps de tous les humains à l'échelle mondiale. Yes, oui. L'occasion de faire de l'humour, des tranches de vie, et bien de s'amuser quoi en fait. Le souci, en contrepartie, on survole le lore et on balance juste quelques explications floues vite fait, c'est tout. Les 3 épisodes vont trop vite, ils se concentrent trop sur les blagues et sont chaotiques. On s'y perd facilement, les rebondissements font aucun sens, la conclusion est étrange, beaucoup de spectateurs demandent au lecteur des éclaircissements sur ce scénario qui a l'air incohérent. Une catastrophe, et c'est même pas le pire arc de l'animé. Il y a celui de la mer Adriatique, déjà détesté dans le light novel, puisqu'il y a presque aucun intérêt. Narration, concept, exécution, tout est raté. Mais les spectateurs s'en plaignent davantage, et ça se ressent sur les notes. Si bien qu'on peut souvent lire que ça serait un arc inutile, un filler canon, une accusation qu'on retrouve presque souvent sur internet pour parler des arcs les plus faibles. Oh, je déteste ce terme. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un filler? Je vais vous le montrer moi. Ça, c'est l'arc de la clé du ciel étoilé. Sur 25 épisodes, presque aucun n'est bon. C'est une compilation de tous les plus gros défauts de Fairy Tail. Des méchants bidons, des dialogues écrits par un enfant, des personnages réduits à des clichés, des parodies d'eux-mêmes. C'est juste de l'incompétence pure. C'est pareil pour l'arc de l'éclipse des esprits stellaires, les esprits de Lucie qui se rebellent et partent en mode dark hémogothique. Il y avait du potentiel, mais dans l'exécution... Fairy Tail est loin d'être le seul dans ce cas. Naruto, Bleach, One Piece, Inuyasha, Black Butler, il y a des centaines d'animés, dont certains très populaires, qui ont des fillers atroces écrits par les pires scénaristes. On en parle de l'attentat de 4Kids sur mon Yu-Gi-Oh! Capsule Monster, un filler produit pour les États-Unis. Le concept de base, c'est un jeu de plateau avec des petits monstres. Alors, déjà vu dans le manga, sauf que, alors faut que je vous raconte. Les héros partent en vacances en Inde et s'écrasent sur une île déserte. Et là, ils tombent par hasard sur un ami du grand-père de Yugi. Comme par hasard. Comme par hasard. Le gars les amène dans une pyramide, ouais, en Inde, ouais. Et hop, les voilà dans un monde parallèle où les monstres existent. Ils peuvent les capturer, les stocker dans des boules, les envoyer combattre, ouais, enfin, c'est Pokémon, quoi. Sauf qu'ils fusionnent aussi avec leur dresseur. Alors c'est quoi, Yu-Gi-Oh! Magical Girl? Mais attendez, c'est pas fini. Le méchant, c'est Alexandre le Grand. Ouais, tu nous raconteras ça un autre jour. Oh, j'ai beaucoup mieux. Un animé gangréné par ses fillers. Je reprends ton doc, regarde donc le top 10 des plus détestés. 7 viennent de Boruto, et là, les lecteurs du manga bondissent. 7? Mais il y a que 6 arcs en tout. Eh bien, pas dans l'animé, car lui en a 26. Ce ne sont pas que des fillers, une partie est vraiment canon, ils viennent simplement d'autres médias, comme les romans, Coucou Sasuke et son Vélociraptor, mais il y a quand même beaucoup de remplissage. Les 2 plus détestés se suivent et sont assez récents, et c'est de l'entraînement et des tranches de vie dans une école, ouais, donc combo mauvaise écriture, plus style d'histoire peu apprécié, plus setup pour les gros arcs qui suivent. Le combo parfait pour se faire automatiquement haïr. La seule qualité selon les spectateurs, c'est que ça a permis de creuser un peu plus un personnage apprécié mais peu développé dans le manga, Kawaki. On se console comme on peut. Ah, pas mal, mais j'ai pire. 2 arcs qui en une dizaine d'épisodes ont réussi, par leur médiocrité, à changer à jamais l'histoire de la Japanimation. Les fillers de Nadia et le secret de l'eau bleue. Début 90, le légendaire studio Gainax a besoin d'une série pour faire leurs preuves. On leur confie un concept de Hayao Miyazaki basé sur un roman de Jules Verne. De l'or pur, un chef-d'œuvre en devenir capable de marquer ses décennies, voire son siècle. Le réalisateur, Hideaki Anno, est ultra ambitieux. Chaque épisode est soigné, peaufiné, avec une écriture de très haute volée, abordant des thématiques sombres avec une intelligence rare. Résumé rapide, Jean est un gamin enthousiaste et épris de science et d'invention.
Pendant l'exposition universelle, il rencontre Nadia, une jeune fille poursuivie par une bande de malfaiteurs. Mais non, mais attends, c'est la Team Rocket. Y a même le dirigeable et les gros mechas. Il est où, Miaous? Pas du tout, c'est juste des méchants classiques de Miyazaki, c'est eux qui ont copié. Bref, ils s'échappent, ils vont chez la tante de Jean pour demander de l'aide, qui lui répond... Bon, ok, allez, aucun commentaire. Le message est passé, Jean se casse, il héberge Nadia dans son atelier au milieu de ses machines infernales et leur relation commence, d'ailleurs vraiment belle relation, on l'adore. L'animé est un énorme succès. Au Japon, on le désigne comme le meilleur de tous les temps, avec le meilleur personnage féminin ever. Et c'est ce qui va causer sa chute. Les producteurs voient le potentiel et veulent le poursuivre. Ils commandent des épisodes supplémentaires. 2 arcs qui ont été confiés à une autre équipe qui a fait n'importe quoi. L'humour est horrible, l'histoire n'a aucun sens, le caractère des personnages n'est pas respecté, et pire que tout, la série se vautre dans les clichés racistes qu'elle dénonçait. Une purge totale, détestée par les fans et par Hideaki Anno. Il refuse leur existence, les ignore complètement et poursuit son histoire comme s'ils n'avaient jamais existé. Même dans sa réédition corrigée, il les supprime. C'est en ça qu'on peut les considérer comme des fillers, ne suivant pas la trame souhaitée par son créateur. Anno est dégoûté, d'autant plus qu'il a le sentiment qu'on lui a volé le film qui suit. Ajouté à cette dépression artistique, des difficultés financières pour son studio et des problèmes personnels, il est au plus bas et tente même de mettre fin à ses jours. Heureusement, il s'en sort et pour ne plus rechuter, il se met à vivre au studio. C'est là que pendant 4 ans, il rumine, avant de revenir avec une réponse, un animé unique en son genre qui traite de dépression, un animé qui a marqué toute une génération, Evangelion. Ok, donc on a le filler le plus détesté, mais si on reste dans les arcs canons, et bah y en a un qui est au-dessus de tous ceux qu'on vient de citer. Celui qui, pour avoir fait vivre un enfer à ses spectateurs, mérite le titre d'arc le plus détesté, celui qui a détruit à lui seul la popularité d'un des animés les plus appréciés des années 2000, et cet arc c'est... Je sais, c'est forcément une fin. Les 3 rois de l'enfer de Yu Hakusho jugés répétitifs, incohérents et clichés, l'un des pires tournois de l'histoire. The Blue de Food Wars où le scénario bégait, recopiant les enjeux de la structure narrative de l'arc précédent, la deuxième partie de Death Note pour ses antagonistes peu appréciés par les fans, le final de FMA qu'on ne critiquera pas pour des raisons évidentes, lâche ce pistolet Miley. Par contre, on a l'autorisation de dire que l'arc de Briggs il est très mauvais, je cite... On voit pas Mustang. D'accord Miley. Et justement, si certaines fins ne sont pas appréciées pour de bonnes raisons, d'autres le sont parce qu'on voit pas Mustang. Hein, non, parce qu'elles font pas plaisir aux fans. Voilà, c'est ça, oui. Alors là, laisse-moi ouvrir une parenthèse sur l'excellent mais méconnu Hikaru no Go. Dessiné par l'un des papas de Death Note, ça suit tous les codes des mangas sportifs. Tout est construit autour de la relation entre le héros et l'esprit d'un ancien maître, Sai. Il lui apprend tout, le pousse à aller toujours plus loin, sauf que, et là je m'apprête à spoiler un rebondissement majeur de l'œuvre, vous êtes prévenus, le temps alloué à Sai n'est pas éternel. Alors que leur complicité est au plus haut, qu'ils enchaînent les victoires, il se sent partir. Il demande alors au garçon une dernière partie, et alors qu'ils échangent quelques coups... C'est ici que mon rôle se termine. C'est très beau, c'est très fort, surtout que dans l'arc suivant, le héros qui a perdu son mentor doit apprendre à vivre malgré son deuil pour défendre l'honneur du disparu et le dépasser. Mais Sai était le personnage préféré d'énormément de gens, et à son départ, beaucoup se sentent trahis, abandonnés, bout de la série. L'arc de la disparition et le suivant sont ainsi détestés par une bonne partie de la communauté. Et ça, c'est vrai pour tous les mangas. C'est ce qui fait par exemple que les comédies romantiques ont toujours beaucoup de mal à officialiser avec qui le héros finit, parce que ça va toujours décevoir une partie du public et susciter de la détestation. Mais il y a bien pire, un type d'arc souvent utilisé comme conclusion pour créer beaucoup de hype et beaucoup de déception, les guerres. Dans les shonen neketsu, c'est une véritable institution. Beaucoup en ont même plusieurs, One Piece par exemple avec un très apprécié et un autre controversé, comme nombre de ces arcs, d'autant plus qu'ils servent de fin. À leur décharge, les guerres c'est difficile à écrire, faut gérer la surabondance de combats, donner un rôle à chaque personnage, souvent trop nombreux, clore les intrigues en cours, faire de l'émotion, avoir des morts qui seront forcément impopulaires, mais attention, si tu tues personne, on te reproche d'être un Disney. Il faut aussi des twists pour garder l'attention, mais pas trop non plus, sinon on se lasse. Tout ça prévu à l'avance, sinon ça sort de nulle part, et ça sera critiqué. Bref, c'est un exercice d'équilibriste dont la réussite tient du miracle. Pour être tout à fait honnête, quoi qu'il arrive, une partie des fans diront que c'est quand même un échec, et 2 commus le savent plus que tout autre. Déjà, Bleach, plusieurs arcs ont divisé les fans, dont un qui a cristallisé la haine. Mais la fin, c'est encore un autre niveau. On en avait fait une vidéo il y a quelques années, mais vu que l'adaptation semble être partie pour en corriger les défauts, peut-être qu'elle sera sauvée, espérons-le. Mais surtout, il y a Naruto. La 4ème grande guerre ninja est un éternel sujet de polémique. Il suffit de regarder le nombre de vidéos entre ceux qui la défendent, ceux qui la descendent et ceux qui la réécrivent. Est-ce qu'elle mérite autant cette haine? Pas vraiment.
Oui, elle est très longue, trop brouillonne par moments, mais elle développe aussi des thèmes très forts. Toute l'histoire avec Itachi est incroyable. Le combat Kakashi-Obito est un des meilleurs du manga, et même si Kaguya, à la fin, c'est pas ouf, juste après, on a Naruto Sasuke qui quand même est un moment de légende. Finalement, même si le manga bat de l'aile, Naruto reste un personnage très fort. Ses retrouvailles avec ses parents sont poignantes, et même si Kaguya affaiblit son message, contre Obito et Madara, il reste très pertinent. C'est vrai, par contre tu t'es emballé tout seul. Le vrai pire arc ever dont je parlais, le seul à vraiment mériter ce titre, c'est Endless Height. En 2006 sort La Mélancolie d'Haruhi Suzumiya. Signé Kyoto Animation, c'est un monument de la culture otaku qui va contribuer à sa démocratisation. Sans lui, on n'aurait peut-être jamais eu Chainsaw Man. Sa diffusion en Occident a été assurée par le fandub et les communautés en ligne. La licence est partout en convention, de nombreux forums lui sont dédiés. Bref, à l'annonce d'une saison 2, tous les fans s'enflamment naturellement. Le studio organise sur son site un petit jeu de piste et la hype ne fait que monter. Sauf que ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. En printemps 2009, le projet est annulé, remplacé par une simple rediffusion. La déception est immense jusqu'à ce qu'en mai, après 8 semaines de diffusion, apparaisse un nouvel épisode inédit. Et à partir de maintenant, tout est possible. Il faudra attendre juin pour voir le suivant, le 12e, intitulé Endless Height. Pour que vous compreniez, va falloir qu'on résume un peu les grandes lignes. Dans La Mélancolie d'Haruhi Suzumiya, on suit un groupe de lycéens, sauf que, hormis le héros, tous ont des pouvoirs. S'ils se sont rassemblés ici, c'est pour elle, Haruhi. Une gamine capricieuse, instable avec un mauvais caractère, et accessoirement, une déesse qui ignore ses propres capacités, susceptible de détruire le monde si elle s'ennuie. Chaque épisode est donc une tranche de vie. En l'occurrence, ce 12e, c'est leurs vacances d'été. Haruhi, comme à son habitude, va forcer tout le monde à s'amuser. Piscine, festival, petit boulot, soirée étoilée, baseball, test de courage, elle organise son planning idéal. Ça se conclut par le héros qui rattrape ses devoirs en retard, ending à la semaine prochaine. Et le 13e épisode, c'est le même. Haruhi a en fait emprisonné tout le monde dans une boucle temporelle, puis arrive le 14e épisode, identique, le 15e, pareil, ainsi de suite, pendant 2 mois. On vous conseille cette vidéo qui a fouillé sur les forums pour retranscrire la lente agonie mentale des fans. Leur désespoir, puis leur haine profonde pour cet animé qui les a trollés pendant 2 mois. Cet arc est ainsi devenu le plus détesté de l'histoire en tuant au passage la hype Haruhi Suzumiya. En même temps, 8 épisodes qui se répètent, c'est un peu du foutage de gueule, non? Eh bah en fait, pas vraiment, puisqu'ici il n'y a pas de recyclage, regardez bien. Animation, composition, mise en scène, design, doublage... Tout est refait avec une grande attention aux détails, et n'oublions pas l'histoire qui évolue, ajoute une couche de mystère et d'énigmes au fil des boucles. Au final, tous les épisodes se ressemblent, mais aucun n'est foncièrement identique. Endless Height n'est pas un troll, c'est une expérience artistique et narrative forte, un pari audacieux qu'on doit à Yasuhiro Takemoto, malheureusement disparu dans le drame qui a touché le studio il y a quelques années. Endless Height est frustrant pour les fans, mais c'est difficile objectivement de dire qu'il est mauvais, surtout dans un animé qui a en fait toujours fait un peu ce qu'il voulait. En 2006, la première saison avait été diffusée dans le désordre, forçant le spectateur à reconstituer la chronologie des événements lui-même de son côté. Tout comme Endless Height, c'est un pari intéressant qui manifeste l'instabilité et les pouvoirs d'Haruhi sur notre réalité. Alors bien sûr, vous avez le droit de détester cet arc, comme tous ceux dont on a parlé aujourd'hui d'ailleurs. S'ils sont controversés, ce n'est pas pour rien. Ils ont tous fait des choix qui poussent une partie du public à les détester et une autre à les aimer. Et ça, même si ça ne mérite peut-être pas votre amour, ça mérite au moins votre respect.